La Chine prévoit d'envahir Taïwan d'ici 2027. C'était le titre choc repris par de nombreux médias après l'audition de l'amiral Philip Davidson devant la commission des forces armées du Sénat en mars 2021. Davidson, alors chef du commandement Indo-Pacifique chargé du théâtre chinois dans l'armée américaine, affirmait que la hausse des dépenses militaires chinoises montrait qu'elle se préparait à réaliser ses ambitions militaires et géopolitiques. En tête de liste figurait Taïwan, sans surprise. Pour Taïwan, rien de nouveau. La Chine n'a jamais caché son ambition de réunifier l'île au continent. Le ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-chang, l'a confirmé en affirmant au Parlement que, si Washington redoutait une action chinoise dans 6 ans, Taïwan devait préparer des plans d'urgence en cas d'invasion chinoise dans les 6 heures. Depuis lors, Washington a révisé son évaluation choc, le Pentagone estimant désormais que Pékin n'a pas de calendrier fixe pour une attaque contre Taïwan. Mais pour Taipei, le calcul reste le même. La Chine pourrait un jour estimer qu'attaquer présente plus d'avantages que de risques, échéance ou non. Quand cela arrivera, Taïwan devra être prêt. Mais de sérieuses questions demeurent d'autant sur la préparation réelle de Taipei pour Zero Day. Une partie du gouvernement affiche de la fermeté, tandis qu'une autre sabote régulièrement ses plans. Les plans de Taipei. Si la Chine envahissait Taïwan aujourd'hui, ce serait tout sauf un combat équitable. L'armée chinoise dépasse largement celle de Taïwan, et Pékin investit beaucoup plus dans la défense que la petite démocratie insulaire ne le peut. En 2025, la Chine a dépensé 336 milliards de dollars pour la défense, ce qui la place juste derrière les États-Unis, tandis que Taïwan a dépensé environ 20 milliards de dollars. Face à un tel déséquilibre de puissance, Taïwan perdrait vite une guerre conventionnelle, d'où son choix de se concentrer sur la défense asymétrique. En 2025, le gouvernement taïwanais a publié l'examen quadriennal de la défense, ou QDR, un document qui expliquait comment cette stratégie fonctionnerait en pratique. Au lieu de tout miser sur un affrontement décisif, l'idée était de enrayer une éventuelle invasion à chaque étape. Taïwan souhaite pouvoir perturber la mobilisation des navires chinois avant leur départ des ports. Alors que la marine chinoise traverse le détroit de Taïwan, Taipei prévoit d'utiliser mines, sous-marins et missiles côtiers pour en réduire le nombre. En cas de véritable débarquement, Taïwan misera sur des unités dispersées sur les plages et des armes à courte portée pour les ralentir. Si les troupes chinoises s'installent dans une ville taïwanaise, elles devront affronter une longue résistance urbaine. Le mot-clé ici est « SIC ». Pour débarquer, la Chine devra réussir la plus grande opération amphibie jamais réalisée, dépassant même le jour J. Le jour J s'est déroulé dans la campagne française, le long d'un littoral relativement plat de 80 km défendu par 50 000 soldats sans missiles anti-navires. Même avec ces avantages, les Alliés ont tout de même dû déployer plus de 6 000 navires et plus de 1000 avions qui ont permis de débarquer environ 155 000 soldats. La Chine, quant à elle, devrait traverser le détroit de Taïwan sous la menace de sous-marins, de missiles et de mines, puis débarquer sur un littoral ne comptant que quelques plages suffisamment larges pour accueillir une force d'invasion moderne. Les planificateurs militaires qui ont modélisé une éventuelle invasion de Taïwan estiment que la marine chinoise peut transporter environ 21 000 soldats et l'équipement d'une brigade amphibie lourde par vague. Même en réquisitionnant des ferries civils, on n'atteindrait sans doute que l'équivalent de 3 brigades dans les premières heures. Une telle force serait insuffisante pour faire face à l'armée taïwanaise qui aligne 7 brigades interarmes. En résumé, le grand espoir de Taïwan est que la barrière naturelle du détroit de Taïwan suffira à elle seule. Mais étant donné que personne n'a jamais réussi à franchir cela, détendons-nous. C'est une mauvaise planification militaire depuis l'époque d'Hannibal. Taipei ne laisse sagement rien au hasard pour vaincre une armada venue par la mer. Taïwan a commandé jusqu'à 100 systèmes de défense côtière Harpoon basés à terre et 400 missiles, en plus de ses propres missiles anti-navires Haixiong Feng 2 et 3 et du système de roquettes Thunderbolt 2000. Les investissements de Taïwan lui confèrent la plus forte densité mondiale de missiles anti-navires. Le but est d'utiliser ces moyens pour transformer le détroit de Taïwan en champ de tir meurtrier avant tout débarquement chinois, selon la stratégie du détroit. Taïwan a aussi acquis des munitions rôdeuses, offrant selon le ministère de la Défense des capacités de reconnaissance et une frappe immédiate contre toute cible approchant rapidement la côte. Taïwan a également investi dans les systèmes HIMARS et ATACMS et cherche à augmenter ses stocks grâce à un accord avec Washington, estimé à 11 milliards de dollars. Dans le cadre de cet accord, que Washington a approuvé en décembre de l'année dernière, Taïwan recevrait 82 HIMARS, 420 systèmes, ATACMS, 1050 missiles, javelins et toute une série d'autres munitions. Cela en fera l'une des forces les plus armées au monde.
Il faut préciser que ces accords ont été approuvés avant que les États-Unis n'entrent en guerre avec l'Iran et n'épuisent plus de la moitié de leur stock de missiles. Les experts estiment qu'il faudra entre 1 et 4 ans pour reconstituer les stocks au niveau d'avant-guerre. La méthode la plus rapide serait de retarder les ventes aux Alliés en privilégiant les stocks américains, ce qui pourrait impacter la planification militaire de Taïwan. En mai, un responsable américain a évoqué cette possibilité, mais des experts militaires ont nuancé la nécessité d'une telle pause. Ce qui est peut-être plus pertinent, c'est que, même en travaillant rapidement, il faudrait tout de même entre 3 et 6 ans pour livrer toutes les armes destinées à Taipei. Nous devons aussi évoquer les troupes taïwanaises, car ces armes sont inutiles sans personnel formé pour les utiliser efficacement. La QDR a bouleversé la façon dont l'armée taïwanaise mène son entraînement, en mettant davantage l'accent sur la simulation, les affrontements force contre force, sur place et en temps réel. La QDR prévoit également un programme plus intensif pour les réservistes afin d'améliorer leur préparation au combat et leur capacité à se coordonner avec les forces régulières. Taipei a prolongé la formation obligatoire des réservistes de 7 à 14 jours et ajouté des opérations de drones ainsi qu'une formation avancée sur les HIMARS dans les régiments. Dans le cadre de cette nouvelle approche de la formation, l'exercice Han Kuang de Taïwan, un exercice militaire annuel organisé depuis 1984 pour simuler la réaction du pays en cas d'invasion, inclut désormais 2 semaines de simulation de guerre informatisée sur table et 10 jours de manœuvres à munitions réelles. Auparavant, l'exercice ne durait que 5 jours. L'exercice constitue un bon entraînement pour les forces taïwanaises et envoie aussi un signal géostratégique à la Chine. Taïwan est prêt et capable de se défendre. Et Taïwan ne prépare pas seulement ses forces armées à une éventuelle invasion, il dote aussi les civils des compétences nécessaires pour résister à une éventuelle occupation, dans la stratégie de résilience de l'ensemble de la société lancée par le président Lai Ching-te. L'administration de Lai prévoit de former au moins 400 000 civils pour renforcer la résistance de la société, en fournissant des services essentiels comme la distribution de fournitures d'urgence et le soutien aux blessés. Seul le temps dira si la stratégie de toute la société sera réellement efficace. Le fait que Taipei investisse autant dans la préparation de ses civils montre à quel point la menace d'invasion est prise au sérieux. Enfin, évoquons un autre aspect que Taïwan s'efforce de réussir. L'Ukraine a été la meilleure source d'enseignement pour les planificateurs militaires taïwanais. Cela montre comment des drones bon marché peuvent te coûter cher à un adversaire militairement supérieur. La campagne de l'Ukraine en mer Noire a également montré comment une nation sans véritable marine peut utiliser la technologie moderne pour pousser un adversaire à cacher ses navires de guerre. Taïwan a aussi tiré des enseignements du Moyen-Orient, notamment de la guerre à Gaza, sur l'évolution rapide de la guerre urbaine. Et à quel point une force en infériorité peut se retrancher lorsqu'elle refuse d'accepter que la résistance est futile, c'est une leçon extrêmement importante que Taïwan doit apprendre si elle veut avoir la moindre chance de résister à la Chine aujourd'hui. Jusqu'ici, nous avons présenté une vision très optimiste des stratégies de défense de Taïwan. Mais comme nous l'avons laissé entendre dans l'introduction, il y a bien sûr une autre facette à cette histoire, une qui dit que, même si les plans de Taïwan paraissent excellents sur le papier, ils rencontrent de sérieux obstacles, notamment de la part de politiciens qui semblent davantage redevables à la Chine qu'à leur propre pays. Des politiciens qui semblent faire tout leur possible pour s'assurer que Taipei ne pourra pas se défendre elle-même. Un potentiel gâché. Abordons le principal problème des planificateurs de la défense, l'argent. En mai, la législature taïwanaise, contrôlée par l'opposition, a adopté un budget spécial de défense réduit. Ils l'ont réduit des 40 milliards de dollars que l'administration Lai souhaitait à environ 24,8 milliards. Ces coupes ont touché plusieurs systèmes cruciaux pour mener des guerres modernes, notamment des centres de commandement et de contrôle renforcés par l'IA, des drones de surveillance côtière et des systèmes de lutte anti-drones. Le gouvernement a averti que ces coupes pourraient nuire aux relations avec les États-Unis, freiner l'industrie de défense nationale et affaiblir la défense future. L'opposition, en revanche, affirme qu'elle ne voulait pas donner au gouvernement un chèque en blanc massif. Ils ont aussi souligné que Taïwan devait privilégier l'achat d'armes américaines plutôt que de gaspiller de l'argent pour des postes contestés. La position de l'opposition est très ironique, puisqu'elle critique depuis longtemps Washington pour vendre à Taïwan des armes chères et inutiles uniquement pour le profit. Nous devons donc nous demander pourquoi ils l'ont fait. Une raison possible est qu'un mois avant l'adoption du budget, la dirigeante de l'opposition Zhang Liwen, favorable à un engagement accru avec Pékin, a rencontré le président chinois Xi Jinping. Lors de la réunion, les deux dirigeants se sont opposés à l'indépendance de Taïwan et ont exprimé leur souhait de résoudre pacifiquement le différend sur l'avenir de l'île. Liu a également parlé de l'Organisation institutionnelle pour la prévention de la guerre.
Une phrase que les observateurs de la Chine, dont Wen Tisung, chercheur au Global China Hub du Conseil de l'Atlantique, ont interprété comme le refus du parti d'adopter une approche de dissuasion pour éviter une guerre avec la Chine. Song a déclaré à Al Jazeera que le message était que Taïwan devait ralentir le renforcement de sa défense et acheter de nouvelles armes américaines. Compte tenu de tout cela, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les observateurs étaient sceptiques quant aux raisons avancées par l'opposition pour réduire le budget de la défense. Et cela met en lumière l'un des problèmes les plus profonds auxquels sont confrontés les planificateurs de la défense taïwanaise. Tant que les partis anti-indépendance dominent le Parlement, les dépenses de défense dépendent de ceux qui préféreraient céder Taïwan à la Chine plutôt que de la défendre. Parmi toutes les coupes de l'opposition, le programme de drones est le plus préoccupant pour Taipei. Le budget spécial initial du gouvernement de 40 milliards de dollars comprenait le plus grand plan d'achat de drones jamais réalisé par Taïwan. Environ 200 000 drones et 1320 navires de surface sans équipage entre 2026 et 2032. La version adoptée en mai a non seulement réduit ce plan, mais aussi supprimé l'achat de nouveaux drones nationaux pour 2026 et annulé les 2 milliards de dollars prévus pour la recherche et la production de drones avec les États-Unis. Le moment est particulièrement mal choisi. Taïwan possède moins de 10 000 drones de combat dans son arsenal. Comparez cela à l'Ukraine, qui vise une production de plus de 7 millions de drones rien que cette année, contre 2,2 millions en 2024, ou à la Chine, dont la capacité de production annuelle se chiffre déjà en millions. Malgré les leçons tirées de la guerre en Ukraine et des conflits au Moyen-Orient, la nation n'a pas retenu l'importance d'avoir un arsenal de drones suffisant et une chaîne d'approvisionnement nationale pour éviter la dépendance à une puissance étrangère. Et bien que ce soit un problème majeur, ce n'est pas le seul auquel l'île est confrontée. Les observateurs militaires estiment que, malgré le discours sur la défense asymétrique, les planificateurs taïwanais restent focalisés sur la guerre conventionnelle. Prenons le F-35 par exemple. Des responsables taïwanais affirment depuis longtemps que Taipei a besoin du F-35 pour rivaliser avec les chasseurs chinois et obtenir une supériorité aérienne en cas d'invasion chinoise. En novembre 2024, le Financial Times a rapporté que Taïwan souhaitait acheter jusqu'à 60 F-35 dans le cadre d'un vaste plan de dépenses de défense destiné à montrer à la future administration Trump qu'elle prenait au sérieux sa défense contre la Chine. Taïwan n'a finalement pas acheté l'avion parce que Washington craignait qu'en les vendant, cela ne provoque la Chine et ne rende donc une invasion plus probable. Washington craignait également que si elle remettait des F-35 à Taïwan, il puisse en finir entre les mains de la Chine lors d'une invasion, ce qui signifierait que la Chine connaîtrait tous les secrets de l'un des avions les plus avancés de l'arsenal américain. Face à ces défis, le simple fait que Taïwan ait voulu le F-35 au départ inquiétait les observateurs. Le F-35 est un avion coûteux à acheter et à exploiter. Et bien qu'il soit sans aucun doute parmi les meilleurs, la question reste ouverte de savoir si en acheter autant aurait valu le coup malgré l'énorme ponction sur le budget de la défense taïwanaise, surtout que d'autres systèmes essentiels, comme les drones, manquent actuellement de financement. Des chercheurs du Stimson Center estiment que Taipei privilégie les acquisitions médiatisées au détriment de préparatifs essentiels en coulisses, comme les stocks et la logistique, pourtant indispensables à une résistance durable. Un général retraité a indiqué au centre que les munitions de l'île étaient anciennes. D'autres personnes interrogées ont aussi signalé des pénuries en armes légères, munitions, pièces détachées, carburant et fournitures médicales. Erreur stratégique de Taipei ? Et cela ne concerne pas que les munitions. Des inquiétudes existaient sur la capacité de Taïwan à nourrir ses troupes en guerre, car les repas arrivaient souvent en retard lors des exercices, les livreurs ignorant l'emplacement des soldats. Le centre a aussi noté que les montagnes et zones urbaines de Taïwan, idéales pour dissimuler des stocks d'armes, de munitions et d'autres matériels afin de soutenir une guérilla, restaient largement inexploitées. Pour une nation misant sa survie sur la résistance de sa population et la douleur infligée à tout envahisseur, cela paraît imprudent. Nous devons aussi évoquer les réservistes de Taïwan. Malgré les affirmations du gouvernement sur 1,6 million de réservistes, le chiffre réel est bien plus bas et peu d'entre eux sont réellement formés. Domino Theory, média spécialisé en géopolitique asiatique, indique que la plupart des réservistes taïwanais ne reçoivent aucune formation ni ne participent au système de réserve. Guamantis Lailari, officier retraité de l'US Air Force et chercheur dans un groupe de réflexion militaire lié au gouvernement à Taipei, a indiqué que les réservistes ne sont pas formés faute d'instructeurs et de terrains disponibles. De plus, les entreprises qui employaient des réservistes n'étaient pas favorables à ce que leur personnel s'absente du travail pendant de longues périodes, ce qui rendrait politiquement coûteux pour n'importe quel parti de prolonger la durée de la formation des réservistes. Même si Taïwan pouvait former tous ses réservistes, des doutes subsistent quant à sa capacité à les armer, ou même à les mobiliser.
Des officiers retraités ont confié au Stimson Center que Taipei n'avait pas assez de fusils pour armer 250 000 de réservistes. Taïwan paraît bloqué au XXe siècle pour la mobilisation, utilisant des policiers pour remettre des convocations papier aux réservistes plutôt qu'une application. Un général à la retraite a dit au Stimson Center que la mobilisation totale des réservistes prendrait 60 à 90 jours, alors que la guerre serait sans doute déjà finie. C'est l'une des plus grandes erreurs stratégiques que Taipei commet si elle est sérieuse quant à sa capacité à répondre à une menace en 6 heures, comme l'a dit l'ancien ministre de la Défense Chiu Ko-chang. Taïwan fait aussi face à une pénurie de personnel, le nombre d'hommes éligibles au service militaire devant passer sous la barre des 80 000 l'an prochain. Ce déclin se produit parallèlement à un déclin démographique plus large, puisque le taux de fécondité de l'île est tombé à 0,69 en 2025, l'un des plus bas au monde. Pour comparaison, le taux de fécondité chinois était de 1,71 en 2025, traité comme une urgence par le gouvernement. Sans assez de soldats, aucune réforme ni arme moderne ne sauverait Taïwan de la Chine. Enfin, il faut évoquer la culture militaire taïwanaise jugée défaillante par des observateurs. Le docteur Michael Hunziker, ancien marine ayant entraîné des unités taïwanaises, a écrit dans War on the Rocks que l'armée taïwanaise restait une organisation peu sérieuse et non préparée à la guerre. Il a ajouté que même avec la QDR, Taipei n'a toujours pas de doctrine cohérente et globale ni de concept opérationnel associé pour guider tout, de l'acquisition à la formation en passant par la conduite de la guerre. Si ce problème n'est pas résolu, cette lacune entravera gravement le potentiel de combat de Taipei. Maintenant, nous ne disons pas tout cela pour laisser entendre que Taïwan devrait simplement baisser les bras et abandonner si la Chine frappe à sa porte. Au contraire, nous joignons notre voix au cœur de ceux qui avertissent que Taïwan doit commencer à prendre sa défense plus au sérieux si elle veut survivre à une invasion. Sinon, les alliés et surtout les États-Unis pourraient douter de la pertinence d'une intervention. Des amis à la rescousse. En mai de cette année, le président américain Donald Trump a rencontré son homologue chinois à Pékin lors d'un sommet de 2 jours abordant le commerce, la guerre en Iran et Taïwan. Après la réunion, il a déclaré à Fox News, je le cite ici, « Je ne cherche pas à ce que quelqu'un devienne indépendant. Et vous savez, nous sommes censés parcourir 15 000 kilomètres pour faire la guerre. Je ne cherche pas ça. Je veux qu'il se calme. Je veux que la Chine se calme. » La déclaration de Trump, parmi les plus fortes d'un président américain sur l'indépendance de Taïwan, a suscité de nombreuses réactions sur l'île. Les responsables ont précisé que l'île ne visait pas une déclaration formelle d'indépendance à ce moment-là. Aucun gouvernement américain n'ayant soutenu explicitement l'indépendance de Taïwan, les propos de Trump ont inquiété certains sur un possible affaiblissement de l'engagement de Washington envers Taïwan. Washington a longtemps adopté une politique d'ambiguïté stratégique sur la défense de Taïwan face à une invasion chinoise. Cependant, si le président disait ouvertement qu'il n'avait aucune envie de se battre à 15 000 km de chez lui après une rencontre avec Xi Jinping, alors à Taipei, on commence à s'inquiéter. Avec les engagements de l'Amérique à protéger Taïwan remis en question, l'aide pourrait venir de beaucoup plus près. En novembre de l'année dernière, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré au Parlement qu'une attaque contre Taïwan pourrait représenter une crise existentielle pour Tokyo, permettant ainsi d'aider Taïwan. Bien que cette déclaration ait irrité Pékin et provoqué un différend entre les deux nations, elle est rassurante pour Taipei et le Japon pourrait ne pas être isolé. Tokyo cherche à renforcer ses liens militaires avec la Corée du Sud pour bâtir une force de dissuasion régionale moins dépendante de l'engagement de Washington. Les deux nations se sont rencontrées en mai pour discuter de la possibilité d'un accord de soutien logistique militaire, ce qui signifie que si le Japon est entraîné dans une guerre à propos de Taïwan, la Corée du Sud pourrait se retrouver impliquée. Les Philippines seront sûrement impliquées dans tout conflit sur les îles, en raison de leur proximité et du nombre de Philippins à Taïwan. C'est une bonne nouvelle pour Taïwan, mais cela ne résout pas les problèmes fondamentaux déjà évoqués. Bien qu'une stratégie asymétrique, un terrain hostile, un détroit difficile à traverser et des alliés prêts à venir à la rescousse puissent rendre une invasion chinoise extrêmement coûteuse. Ils ne peuvent pas compenser des stocks de munitions vides, une réserve sous-entraînée et mal équipée, et un parlement dominé par des politiciens prêts à céder aux exigences de la Chine. Taïwan doit prendre sa défense bien plus au sérieux pour survivre à une invasion chinoise. Si rien ne change, alors peu importe si une attaque survient dans 6 heures, 6 jours, 6 mois ou 6 ans. La Chine aura toujours une armée qui, selon le docteur Hunziker, est une organisation profondément peu sérieuse, non préparée à faire la guerre. Merci d'avoir regardé.